Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nous avons publié l'enquête de Laura Fernandez-Rodriguez qui met en lumière le fait que sur certains chats d'assistance, tels que ceux de la Poste, la SNCF ou encore Pôle emploi, nos messages sont lus avant même d'être envoyés. Avec nous aujourd'hui, Gwendal Legrand, directeur des technologies et de l'innovation à la CNIL. Bonjour. Alors la CNIL, rappelons-le, c'est l'autorité française sur la question de la protection des données personnelles sur Internet. Donc pour commencer, sur l'enquête menée par notre journaliste, la CNIL a fait savoir qu'elle ne pouvait pas répondre sur ce cas. Pourquoi? Tout simplement parce que, il faut que ces sujets doivent être analysés en détail. Quand il y a une suspicion qu'un élément ne répond pas à l'exigence de la loi informatique et liberté, la CNIL peut diligenter des contrôles. Donc on a des équipes spécialisées composées de juristes et d'informaticiens qui vont se rendre sur place dans les entreprises pour vérifier si la loi est correctement respectée ou pas. Et si la loi n'est pas respectée, alors la CNIL peut demander à l'entreprise de se mettre en conformité. Si elle ne se met pas en conformité, on peut la sanctionner. Donc pour le moment, en tout cas sur ce cas-là, vous n'avez pas été saisi de quelque manière que ce soit sur ce cas précis. C'est un sujet qu'on n'a pas analysé en particulier pour l'instant. Alors, on a eu plusieurs gérants de start-up hein, qui n'ont pas été étonnés du tout de cette enquête, notamment parce qu'ils utilisent des procédés similaires au quotidien pour connaître le profil de leurs clients. Est-ce que la CNIL s'intéresse à ces outils que l'on peut juger peut-être immoraux, mais qui sont utilisés par un grand nombre de start-up? On regarde, évidemment, on s'intéresse beaucoup à toutes les questions de profilage. Après, le profilage n'est pas interdit par la loi informatique et liberté. Il faut qu'il soit fait de manière transparente, avec une information et un consentement de la personne. Donc, si vous voulez, si vous restez maître de vos données, si vous comprenez quelles données sont traitées, dans quelles conditions elles sont traitées, si vous pouvez exercer vos droits, vous opposer, etc., ça peut tout à fait être conforme à la loi. Profilage, ça ne veut pas dire interdiction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ce soit bien signalé dans les conditions d'utilisation de ce site, par exemple? De manière générale, quand vous faites l'objet quand il y a un traitement de vos données personnelles, et les données personnelles, c'est quelque chose qui est très large, c'est toutes les informations qui concernent une personne physique identifiée ou identifiable. Donc pas seulement votre nom et votre prénom, mais tous les numéros qui sont traités dans les bases de données qui se rapportent à vous. Il y a un certain nombre de droits pour les personnes et un certain nombre d'obligations pour les entreprises. Et donc, à cet égard, en fait, des entreprises, il y a des principes informatique et liberté, des principes qui doivent être respectés. Ces principes, ils sont au nombre de cinq, ils sont assez simples hein, finalement. Ces principes de finalité, quand on traite des données, on doit savoir pourquoi on traite des données, on doit se limiter à ces finalités-là. Deuxième principe, c'est les principes de pertinence des données. Donc, c'est uniquement les données qui sont nécessaires à l'accomplissement de la finalité qui doivent être traitées. Troisièmement, il y a un principe de durée de conservation. Donc, on garde les données que pendant la durée qui est nécessaire à l'accomplissement des finalités et pas au-delà. Quatrièmement, on doit respecter les droits des personnes. Donc, les personnes ont notamment un droit d'accès, d'opposition, de rectification. Et puis, cinquièmement, on doit sécuriser correctement les données. Ce qui veut dire que une entreprise qui traite vos données personnelles, elle ne peut pas les traiter dans des conditions qui ne sont pas suffisamment sécurisées. Et c'est toutes ces choses-là, en fait, que l'autorité, c'est-à-dire la CNIL, va vérifier par rapport au traitement de données à caractère personnel qui sont mis en place par les entreprises. Donc si un de ces cinq principes-là, voire les cinq ne sont pas respectés, la CNIL peut être saisie à ce moment-là. C'est ça, c'est un petit peu simplifié, c'est-à-dire que nous, on va vérifier la bonne application de la loi, mais ces principes sont déclinés dans la loi. Et ce que fait effectivement la CNIL, elle va, avant que les traitements soient mis en place, recevoir des déclarations ou donner des autorisations pour la mise en place de certains traitements. Puis une fois que les entreprises ont mis en place les traitements de données personnelles, la CNIL peut contrôler ces entreprises. Et typiquement, ça se passe soit sur place, soit à distance. Donc on peut faire des contrôles par Internet pour vérifier par exemple qu'un site informe correctement les personnes sur la manière dont leurs données personnelles sont traitées, mais on peut aussi se rendre sur place sur des sites de résidence de la présidente de la CNIL sans prévenir l'entreprise. Et on se rend sur place et l'entreprise doit coopérer avec la CNIL pour qu'elle puisse correctement faire son enquête et vérifier que la loi est respectée. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de combien de plaintes la CNIL reçoit-elle chaque année et sur quoi elle porte les grands axes principalement de ces plaintes? On reçoit à peu près de l'ordre de 8000 plaintes par an.
Après, c'est extrêmement variable. Il y a des domaines très différents, mais il y a un secteur qui s'est beaucoup développé ces dernières années, qui est par exemple lié à un nouveau droit qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne, qui est le droit au déréférencement. Donc, c'est la possibilité pour une personne de demander qu'un résultat de recherche sur la base de son nom n'apparaisse pas dans un moteur de recherche. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, qui a été reconnu en 2014 par la Cour de justice de l'UE. Et il y a les personnes aujourd'hui qui euh, elles ont des problèmes, si vous voulez, par rapport aux résultats qui apparaissent sur les moteurs de recherche. C'est des résultats qui ne sont pas pertinents, qui sont obsolètes, qui sont de la diffamation, des choses comme ça. Elles ont possibilité de s'adresser aux moteurs de recherche, donc la plupart du temps à Google, hein, qui a le plus grosse part de marché en France. Et ils vont demander à ce que le résultat de recherche soit déréférencé. C'est-à-dire qu'il va continuer à apparaître sur le site, il va continuer à exister sur le site d'origine, mais le résultat n'apparaîtra plus dans les résultats de recherche de Google quand vous faites une recherche sur la base de votre nom. Alors ça, il faut bien le préciser parce qu'effectivement, on en parle beaucoup ces derniers temps du droit à l'oubli, mais beaucoup de personnes s'imaginent qu'en faisant cette demande-là, leur identité, enfin la chose qu'ils voulaient voir disparaître d'Internet va complètement disparaître, qu'il n'y aura absolument plus aucune trace. C'est pas le cas, c'est juste un déréférencement en réalité. Ben, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que vous pouvez exercer vos droits par rapport au site qui publie une information, et d'autre part, le moteur de recherche fait aussi un traitement de données à caractère personnel, donc il traite aussi vos données, et vous pouvez exercer vos droits vis-à-vis du moteur de recherche. Et donc, vous adressez directement au moteur de recherche qui donne l'accès à certaines informations à travers l'opération d'indexation et de référencement, et de moteurs de recherche, qu'un résultat de recherche disparaisse. Par contre, attention, ce n'est pas l'article qui va disparaître, puisqu'il est toujours sur le site d'origine, il existe toujours sur Internet. Et l'article, si vous, ou la page web, si vous voulez, si vous faites une requête sur la base d'autres éléments que le nom de la personne, vous allez aussi le trouver dans les résultats du moteur de recherche. Donc, ce n'est pas une disparition, on limite un petit peu la visibilité du résultat de recherche pour finalement protéger la vie privée des personnes. Ouais, ça c'est bon aussi de le préciser. Et alors, du coup, vous en parliez là de ces législations de l'UE. Finalement, en termes de protection, de notre protection de nos données personnelles, ce sont plus les lois européennes qui nous protègent ou les lois françaises finalement? Bah, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que la loi française aujourd'hui, c'est la loi informatique et liberté, mais cette loi, elle transpose une directive européenne de 95. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de l'Europe, les principes que j'expliquais tout à l'heure existent dans la directive européenne et sont déclinés en droit national. Donc, dans tous les États membres de l'Union, dans les 28 États membres de l'Union, on a une loi nationale qui reprend les principes de la directive. C'est ce qu'on appelle une directive d'harmonisation minimale. Donc certains principes sont repris dans la loi, puis les lois nationales peuvent parfois aller au-delà. Euh, dans chaque pays, vous allez retrouver ces principes. Allez avoir le principe d'une autorité indépendante qui ne va pas s'appeler la CNIL nécessairement, parce que la CNIL, c'est quelque chose qui est français, mais qui reprend les mêmes attributions que celles qui sont celles de la CNIL. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le cadre juridique, aujourd'hui, il est en train d'évoluer au niveau européen, puisqu'on a un nouveau texte qui a été adopté, qui vient moderniser la directive de 95, qui est un règlement européen sur la protection des données, qui est adopté depuis 2016, qui sera applicable en 2018, en mai 2018. Et un règlement, à la différence d'une directive, c'est qu'il ne doit pas être transposé. Donc il est d'application directe, c'est-à-dire que c'est la même loi dans l'ensemble des États membres. On traduit simplement le texte dans l'ensemble des langues de l'Union européenne. Et on applique tous le même texte. Alors j'allais en venir justement à cette nouvelle législation, donc vous l'avez dit, qui ne sera applicable qu'en 2018. Concrètement, que va-t-elle changer pour l'usager? Bah, elle rappelle, elle renforce les droits des personnes, notamment par rapport au consentement. Elle crée un nouveau droit, qui est un droit à la portabilité. Donc, c'est la possibilité pour une personne de récupérer les données qu'elle a fournies à un service particulier pour les traiter elle-même ou les transférer à un autre responsable de traitement. Donc, par exemple, ça veut dire que vous n'êtes plus prisonnier d'un service particulier qui vous plaît plus d'un point de vue informatique et liberté. Si le service auquel vous avez adhéré ne vous plaît plus, ne propose plus les garanties suffisantes, vous allez pouvoir récupérer vos données et les transférer à un nouveau service qui est plus protecteur. Donc ça, en résumé, on reprend les mêmes principes
on renforce les droits des personnes, on renforce le consentement de la personne aussi, où on renverse un petit peu la charge de la preuve sur les questions de consentement. Donc, certains droits, si vous voulez, sont renforcés. Puis du côté des entreprises, on simplifie les formalités pour les entreprises. Donc, la déclaration à la CNIL disparaît dans bien des cas. Et on rend l'entreprise responsable, c'est-à-dire qu'elle doit être en mesure d'avoir toute la documentation pour montrer qu'elle est respectueuse de la nouvelle loi. Et surtout, ce qui va changer derrière, c'est que elle est passible de sanctions beaucoup plus importantes avec le nouveau texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, avec la loi informatique et liberté, vous étiez passible d'une sanction maximum de 150 000 euros et 300 000 euros en cas de récidive. Avec la loi pour une république numérique, les sanctions maximum sont passées à 3 millions d'euros. Donc ça, c'était en octobre 2016. Et avec le règlement général sur la protection des données, qui sera applicable en 2018, les sanctions maximales, ce sera 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé des entreprises. Et c'est le chiffre le plus élevé qui compte. Donc on change complètement d'échelle, si vous voulez, en matière de sanctions, et on change de paradigme pour les entreprises parce qu'on passe d'une logique de conformité à un instant T où il fallait faire la déclaration à la CNIL à une logique de conformité en continu où il faut constamment être en mesure de démontrer qu'on respecte correctement la loi. Donc là, c'est effectivement le cas des entreprises. Le travail de la CNIL, c'est aussi d'accompagner les entreprises dans ces nouvelles directives pour qu'elles puissent les respecter. Au-delà du fait qu'il faut qu'elles les respectent pour éviter ces sanctions, concrètement, qu'est-ce qu'elles vont devoir faire, ces entreprises, d'ici à 2018, au moment de l'application de cette nouvelle législation? Qu'est-ce qui va changer pour elles aussi? Bah, ce qui change, c'est qu'il faut qu'elle se prépare à être capable d'appliquer les nouvelles obligations qui leur incombent. Il y a dans certains cas un travail d'analyse d'impact, par exemple, qui doit être fait par les entreprises. Il faut qu'elles préparent la documentation qui est demandée par le règlement. Il faut, dans certains cas, qu'elle se dote de ce qui s'appelle un délégué à la protection des données, c'est un responsable de la conformité informatique et liberté au sein de l'entreprise. Donc il y a des questions, si vous voulez, de gouvernance, de la manière d'organiser la mise en conformité informatique et liberté dans l'entreprise. Il y a aussi une nouvelle obligation que je n'ai pas citée tout à l'heure pour l'entreprise, qui est une obligation de notification des violations de données à caractère personnel. Donc en gros, quand vous subissez un incident de sécurité, qui a un impact sur les données personnelles, parce qu'on va prendre un exemple, elle se retrouve publiée sur Internet, vous avez une obligation de notifier l'autorité, donc la CNIL, et dans certains cas, vous avez l'obligation de notifier les personnes. Donc ça implique qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y a des processus qui sont mis en place pour détecter ce type d'incident, pour escalader ce type d'incident et savoir dans quel cas on va notifier à l'autorité et qui va notifier à l'autorité, comment il va notifier à l'autorité. Donc voilà, c'est une organisation à mettre en place. Ce n'est pas une révolution gigantesque non plus, puisque ceux qui sont conformes aujourd'hui, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui font bien par rapport au nouveau texte, hein, puisqu'on reprend les mêmes principes. Par contre, il y a des nouvelles obligations, il y a des nouvelles choses à faire, également dans les relations entre une entreprise et ses sous-traitants. Il y a des choses à contractualiser. Donc tout ça se prépare. Et c'est la raison pour laquelle le texte qui a été adopté en mai 2016, on a donné jusqu'à 2018 pour qu'il soit complètement applicable, parce que le législateur savait bien qu'il y avait un travail de préparation à faire au niveau des entreprises. Donc il donne un temps d'adaptation. Le règlement est en vigueur, il est publié au journal officiel, il sera applicable en 2018, et donc ça veut dire que les gens aujourd'hui ont encore 15 mois pour se préparer. Alors, pour sortir un petit peu de ce côté plus législation, un de nos internautes a souligné en lisant notre enquête que bientôt ce sera de toute façon une intelligence artificielle qui gérera tous ces chats et qui gérera beaucoup d'autres choses. Est-ce que la CNIL travaille sur la question justement de l'intelligence artificielle? Alors, on y travaille de plusieurs manières. Alors déjà, ces questions-là sont un petit peu encadrées par la loi parce que toutes les décisions automatiques qui sont susceptibles d'avoir des effets juridiques sur vous, on est protégé par rapport à ce genre de choses-là et la personne est en droit de connaître la logique qui sous-tend un traitement particulier. Si vous voulez, de manière générale, une intelligence numérique peut venir à l'aide d'un processus de décision qui doit être contrôlé par un humain. C'est un peu ça l'esprit qu'on va retrouver dans la loi. Au-delà de ça, on y réfléchit à la fois, je dirais, sur le côté prospectif,
parce qu'on a un laboratoire d'innovation numérique. On publie un certain nombre d'articles que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site qui s'appelle link.cnil.fr, linc.cnil.fr, où on monitore un petit peu toutes les nouvelles technologies qui sont susceptibles de poser des questions informatiques et liberté pour que le régulateur, c'est-à-dire la CNIL, se prépare à se positionner sur ces questions-là. Donc, allez voir le site. On traite notamment des questions d'intelligence artificielle, mais également de véhicules connectés, d'Internet des objets, de choses comme ça, de drones. Vous allez retrouver toutes ces questions-là sur le site. Et puis, en plus, la CNIL, actuellement, elle anime un débat national sur la question des algorithmes. Et donc ça rejoint très directement la question des intelligences artificielles. Et les questions qui se posent derrière, c'est finalement comment est-ce que les décisions sont prises, quel est le contrôle que l'individu va avoir sur la manière dont les décisions automatiques sont prises, quelle transparence on doit avoir de ces algorithmes et de ces intelligences artificielles vis-à-vis des individus pour que finalement ils restent maîtres de leurs données personnelles, ils comprennent la manière dont leurs données sont traitées. L'idée fondamentale, c'est vraiment celle-là, c'est de rendre le contrôle à l'utilisateur et de s'assurer qu'il ne perde pas le contrôle de ses données personnelles. La loi n'est pas là pour interdire le traitement de données personnelles, elle est là pour l'organiser, pour le faire de manière loyale et licite, et que l'utilisateur finalement comprenne ce qui se passe, comment ça se passe, et qu'il soit en mesure de temps en temps de s'y opposer ou de dire cette chose-là, je l'accepte, cette chose-là, je ne l'accepte pas. En l'occurrence, s'il dit cette chose-là, je ne l'accepte pas, quel pouvoir il a réellement finalement en disant ça? Eh ben, on a des droits. Tout à l'heure, je citais les 5 principes informatiques et liberté. Un des principes, c'est que j'ai listé tout à l'heure, c'était les droits des personnes. Et ça veut dire que des données concernant des personnes peuvent être collectées uniquement à la condition que les personnes aient été informées de l'opération. Donc, il y a un droit d'information. Et puis ensuite, ces personnes, elles disposent de certains droits qu'elles peuvent exercer auprès de l'organisme qui détient les données les concernant. Et c'est le droit d'accéder à ces données. Donc, vous pouvez demander à un organisme quelles sont les données que tu as sur moi et vous récupérez ces données-là. Donc, ça contribue à cette transparence, si vous voulez, par rapport au traitement de données. Vous avez aussi un droit de rectification. Donc, si les données traitées sont inexactes, vous avez le droit de demander à ce qu'elles soient corrigées. Puis enfin, vous avez un droit de vous opposer à l'utilisation des données pour motif légitime. Voilà. Donc ces droits-là, vous les exercez auprès du responsable de traitement. Puis si le responsable de traitement ne répond pas à votre requête ou ne répond pas de manière satisfaisante, vous pouvez adresser une plainte à la CNIL. Ça se fait de manière électronique sur notre site. Et dans ces cas-là, la CNIL va intervenir en votre faveur auprès du responsable de traitement pour que vous puissiez faire valoir vos droits. C'est une longue démarche. Est-ce que finalement, il y a beaucoup d'utilisateurs qui la font, cette démarche, qui vont regarder ce que le site a collecté comme données, qui vont dire ah ben non, là je suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui font finalement cette démarche-là, qui s'informent de la quantité de données personnelles collectées par les sites? Bah, nous, on fait de la pédagogie, c'est-à-dire que déjà, on informe les citoyens par rapport à leurs droits pour qu'ils puissent exercer leurs droits. C'est la première chose. Si vous ne savez pas que vous avez des droits, vous n'allez pas les exercer. Les entreprises, elles ont également obligation dans leur contrat, dans les conditions d'utilisation d'un site ou d'un service en ligne, d'informer les personnes sur le fait qu'elles peuvent exercer leurs droits. D'accord? C'est un des principes que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, nous, on essaye aussi de faciliter l'exercice des droits pour les personnes. Donc, il y a quelques années, déjà, on a transformé notre processus de plainte qui, auparavant, était un processus papier. On en a fait un processus électronique. Aujourd'hui, les gens remplissent un formulaire électronique sur le site de la CNIL pour faire une plainte auprès de la CNIL. Et donc, ça se fait de manière relativement simple, relativement fluide. Vous remplissez simplement un formulaire, ça envoie une requête auprès des services de la CNIL qui vont intervenir en votre faveur. Aujourd'hui, on reçoit plus de 8000 plaintes par an quand même, donc c'est pas négligeable. Est-ce que bah, sur ces 8000 plaintes, est-ce qu'il y en a beaucoup où finalement la réponse c'est ben c'était précisé, entre guillemets, il fallait lire les petits caractères, on peut rien faire au-delà de ça, ou est-ce qu'à chaque fois il y a une résolution pour ces plaintes? Alors, quand je dis 8000 plaintes, c'est 8000 plaintes qui ont en fait des personnes qui ont passé déjà plusieurs étapes, hein. Si vous allez sur le site de la CNIL, quand vous essayez de déposer une plainte auprès de la CNIL parce que vous voulez exercer vos droits,
on va vous poser un certain nombre de questions. On va dire, est-ce que vous avez déjà demandé au responsable de traitement de supprimer vos données, par exemple, ou des choses comme ça, et vous n'avez pas obtenu de réponse du responsable de traitement dans tel délai, ou vous n'avez pas de réponse satisfaisante. Si ce n'est pas le cas, si la personne n'a pas fait la première étape, on le renvoie sur le responsable de traitement, sur l'entreprise qui traite ces données, pour qu'il intervienne déjà auprès de la personne. Donc, on a un mécanisme de, je ne vais pas dire de filtre, mais d'information des personnes pour s'assurer qu'elles font les choses dans le bon ordre. Parce que nous, on intervient uniquement au deuxième rideau, entre guillemets, si la personne n'a pas pu avoir satisfaction auprès de l'entreprise qui traite ces données. Ce n'est pas pour embêter les gens, c'est parce que la loi est rédigée de cette manière-là. Vous allez d'abord voir l'entreprise qui traite vos données, et si elle ne répond pas, on est là en tant que filet de sécurité, finalement, pour permettre aux gens d'exercer leurs droits. Mais là, on est déjà donc effectivement dans la démarche juridique. On l'a dit, hein, le profilage sur les sites, ça existe maintenant sur quasiment tous les sites, ou les pratiques comme celles qu'on met en avant dans notre enquête sur les chats. Il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui, beaucoup de données qui sont récoltées dont on ne se rend pas forcément compte la quantité. Est-ce qu'il y a aussi des moyens tout simplement pour mieux protéger nos données personnelles, ou on ne peut rien faire contre ces pratiques-là? Bah, au niveau de la CNIL, on fait énormément de conseils aux internautes. On agit même à différents niveaux, on va dire. Il y a des conseils à destination même des jeunes publics, parce qu'on a des actions en matière d'éducation au numérique. On a un certain nombre de tutoriels qui sont disponibles en ligne. On a fait récemment une recommandation sur les mots de passe, où on publie des tutoriels pour expliquer aux gens comment gérer la multitude de mots de passe qu'ils doivent avoir sur tous les sites en ligne qu'ils utilisent aujourd'hui. Par rapport à ça, par exemple, il y a des outils très simples qui s'appellent des gestionnaires de mots de passe. C'est une sorte de petit coffre-fort, quoi, de petit portefeuille, on va dire, à l'intérieur duquel, pour chaque service, vous allez avoir une carte différente. Ça va vous permettre d'avoir des identifiants et mots de passe différents pour chacun des services que vous utilisez. Et vous ouvrez ce petit portefeuille avec un mot de passe maître. Donc, en gros, vous avez juste à connaître le mot de passe maître. Et puis, ensuite, en fonction du service en ligne que vous utilisez, vous faites appel à telle ou telle mémoire à l'intérieur de votre petit portefeuille virtuel. Et on explique comment utiliser ces choses-là. Donc, on a des instruments juridiques pour encourager la mise en place de certains systèmes. Donc, ça, c'est côté entreprise, si vous voulez. On leur dit, les bonnes pratiques, c'est celle-là. Et puis, on a des pratiques aussi vis-à-vis, en matière d'éducation vis-à-vis des publics, avec différents niveaux d'expertise en fonction des gens à qui on s'adresse, pour leur expliquer comment utiliser certains services. Ça peut être aussi, il y a des tutoriels par exemple sur le paramétrage des réseaux sociaux que vous allez trouver sur notre site ou sur les médias sociaux de la CNIL. Alors, pour terminer, si vous deviez donner un gros conseil primordial pour les internautes sur leur manière de naviguer, pour limiter, protéger au mieux leurs données avant d'entamer des démarches juridiques. S'il y avait un conseil que les internautes doivent retenir, ce serait lequel? Bah, déjà, quand vous utilisez des services en ligne, il faut absolument aller prendre un petit peu de temps pour regarder les paramétrages en termes de partage d'informations qui sont sur les services en ligne, parce que les services en ligne ne sont pas toujours paramétrés par défaut pour limiter la diffusion de l'information à ce qui va être strictement nécessaire pour vous. Voilà. Donc ça, c'est côté service. Côté utilisateur, côté mot de passe et choses comme ça, les gestionnaires de mots de passe, c'est vraiment quelque chose qui est assez facile à utiliser aujourd'hui, qui permet de gérer plein de services en ligne avec des mots de passe différents qui sont suffisamment complexes que n'importe qui ne va pas pouvoir deviner. Ça, c'est une bonne pratique à mettre en place qui coûte pas cher, qui n'est pas compliqué pour une personne chez elle. Ça évite d'avoir un document Word avec l'ensemble de vos mots de passe que n'importe qui peut récupérer, et ça permet de sécuriser un minimum vos pratiques sur Internet. Ça veut dire que si un de vos mots de passe se retrouve compromis, vous ne vous retrouvez pas avec tous vos services en ligne qui sont compromis d'un coup parce que vous avez le même mot de passe partout. Ok, donc pour avoir d'autres beaux conseils. Pardon? On va dire, ces deux recommandations assez basiques. Il y en a plein d'autres que vous pouvez trouver sur le site de la CNIL en fonction du contexte dans lequel vous vous retrouvez. Mais je dirais ne pas accepter n'importe quel partage. Ça, c'est vrai sur les services en ligne et c'est vrai aussi quand vous installez une application sur votre smartphone. Passez un petit peu de temps à regarder les paramétrages pour être sûr que vous
partagez bien les données, uniquement les données que vous avez besoin de partager, parce que le partage en soi n'est pas mauvais, il peut apporter plein de services, mais il ne faut pas diffuser plus d'informations que ce qui est nécessaire. Et puis, côté bonne pratique par rapport au mot de passe, voilà, l'utilisation de gestionnaire de mots de passe, ça permet d'avoir des mots de passe suffisamment complexes et différents sur tous vos services en ligne, et ça, c'est une bonne pratique à mettre en place. Pour d'autres bons conseils, effectivement, rendez-vous sur le site de la CNIL qui en donne quelques-uns pour les utilisateurs, c'est bien ça? C'est ça. Parfait. Bah, merci beaucoup, Gwendal Legrand, pour toutes ces explications. Merci beaucoup. C'est la fin de notre podcast. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.